Il y a quelque temps déjà, j'ai découvert, sur les bancs de l'université, une œuvre étourdissante qui m'a poussé à rompre avec mes habitudes littéraires. Une œuvre de témoignage si particulière de par sa forme et son fond qu'elle m'a retenu, je crois, de la plus vive des façons. Cette vidéo s'adresse à ceux d'entre vous qui souhaitent découvrir l'horreur de l'Holocauste sous un jour nouveau, qui n'en est certes pas moins terrible et horrifiant, mais qui fait éclater les interminables lignes monochromes des livres pour nous offrir un support visuel à l'une des catastrophes humaines les plus dévastatrices d'Europe. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de présenter la tragédie humaine ayant pris place au siècle dernier, où des millions de juifs, de tziganes, d'homosexuels, de résistants et de prisonniers politiques d'Europe ont connu l'un des destins des plus inhumains ayant frôlé cette terre. Où par la seule volonté de quelques hommes, 12 millions d'individus ont perdu la vie dans d'innommables conditions. Ce macabre événement, que vous connaissez tous sous le nom d'Holocauste ou de Shoah, a drastiquement changé la face du monde, touchant de fait les arts et la littérature. Émergent alors des genres nouveaux. Parmi eux, la littérature concentrationnaire, dont les auteurs, mus par un besoin urgent de mettre en mots l'horreur qui fut la leur, détaillent leur histoire sous forme de poésie, d'essais, de romans. On voit également naître la littérature lazaréenne, où l'écrivain aborde la catastrophe de façon sous-entendue, la faisant simplement planer au-dessus des personnages sans qu'elle ne soit jamais exprimée comme telle, à la manière d'un traumatisme toujours présent et pourtant impalpable. Ces genres sont communément écrits par des auteurs rescapés, témoins directs du désastre humain, vouant leur œuvre à un travail intense de la mémoire, et surtout à la délivrance du mal qui les hante. Cependant, l'on voit émerger un genre nouveau de témoins. N'ayant pas été acteurs directs de l'expérience concentrationnaire, ces derniers sont néanmoins porteurs d'un traumatisme dit intergénérationnel. Ces nouveaux témoins, mus par le besoin de comprendre le passé dont ils sont les héritiers, se font passeurs de mémoire, œuvrant contre l'oubli de l'histoire de leurs ancêtres, et par là même de notre histoire à tous. Ainsi, le très célèbre roman graphique Maus, signé Art Spiegelman, est une œuvre porteuse d'un traumatisme ayant traversé les générations. L'auteur-illustrateur y retranscrit l'histoire de son père Wladek Spiegelman, un juif polonais ayant survécu aux persécutions et à l'extermination. Partagé en 2 tomes, respectivement publiés en 1986 et 1991, aux éditions Panthéon Books pour la version américaine et chez Flammarion pour la version française, l'œuvre inscrit dans l'histoire avec un grand H le récit de la famille Spiegelman. Chacun des 2 tomes traite ainsi d'un épisode différent de la vie de Wladek. Le tome 1, intitulé « Maus, mon père saigne l'histoire », retrace la vie d'avant Auschwitz, les années fougueuses du jeune Wladek, son enfermement progressif dans un ghetto de Pologne et les premières persécutions. Le tome 2, titré « Maus, et c'est là que mes ennuis ont commencé », aborde l'enfer d'Auschwitz, les tristement célèbres marches de la mort et l'expatriation de Wladek aux États-Unis. L'incroyable BD de Spiegelman est un ovni en matière de témoignage. Cette dernière se compose de trames narratives et de temporalités diverses qui ancrent le récit dans le réel, aborde la question de la Shoah au travers d'illustrations jouant sur la zoomorphie et la colorimétrie, et offre ainsi un support visuel inédit de la catastrophe avenue entre 1939 et 1945. Pressé par les nombreuses questions qui lui sont posées après la sortie de l'œuvre intégrale, Spiegelman entreprend aux côtés de sa coéditrice, Hilary Schutt, un ouvrage permettant un regard plus détaillé sur son œuvre précurseur. Publié en 2011 aux éditions Random House, Panthéon Books pour la version américaine, et chez Flammarion,
pour l'édition française, MetaMouse se compose d'interviews inédites avec l'auteur-illustrateur, d'archives comprenant des audios, extraits des entretiens de Spiegelman avec son père, ou encore de notes, d'esquisses et de documents d'archives ayant servi à Spiegelman pour l'édification de son œuvre. Auteur et graphiste américain né à Stockholm, Arthur Spiegelman, dit Art ou Artie, est une figure emblématique de la bande dessinée underground des années 70 et 80. Sa carrière d'auteur-illustrateur démarre timidement avec la publication de quelques-unes de ses œuvres dans des magazines spécialisés de l'époque. Mais c'est avec Mouse qu'il connaît son succès international d'aujourd'hui. L'œuvre, en effet, lui permet d'obtenir en 1992 le prix Pulitzer, ainsi que le Grand Prix du Festival international de la BD d'Angoulême en 2011. Enfant d'un couple de rescapés du camp le plus célèbre de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Spiegelman n'est pas un témoin direct de l'expérience concentrationnaire. Tiraillé par un passé qui ne lui appartient pas, et sans doute poussé par le besoin de comprendre la lourde histoire à laquelle il est intimement lié, Spiegelman nourrit l'idée de composer une œuvre qui aborderait la question de la Shoah. Il s'en remet alors à son père, son seul parent encore en vie, qui saurait lui conter en détail l'histoire d'années dont il est l'héritier. Celle de sa famille, mais également celle du peuple auquel il appartient. Ce qui devait être à l'origine une BD d'à peine quelques planches, finira en un roman graphique en 2 volumes, dont l'édification se fera sur une période de 13 ans. Art Spiegelman ne se contente pas d'écrire machinalement l'histoire contée par son père. Ce dernier se munit en effet de documents historiques lui permettant de parfaire sa visualisation des événements et l'illustration cohérente de ces derniers. En témoigne la présente planche où la personnification d'Art mentionne à Vladek l'existence d'un orchestre à Auschwitz, ou encore les quelques cartes représentant le camp et la Pologne annexée. Il importe également de noter que la retranscription du récit de son père suit une chronologie qui se fait témoin d'une recherche de cohérence et d'une volonté d'embrasser et de comprendre au mieux l'histoire de ses parents. Cette chronologie n'est pas inédite dans les œuvres de témoignage, mais elle me semble néanmoins assez marginale lorsque l'on aborde ce genre littéraire. En effet, j'ai plutôt l'impression, si je me fie à mes lectures sur le sujet, que les œuvres testimoniales tentent généralement à ne suivre aucune cohérence chronologique, ou presque. Les auteurs semblent pressés par le besoin de raconter les événements vécus selon l'urgence de l'émotion provoquée par ces derniers, donnant pour résultat des récits souvent décousus, parfois même dénués de chapitres, dont la narration se meut entre passé et présent, et au sein desquels la répétition est souvent de mise. Cette incohérence dans la temporalité du récit se retrouve néanmoins périodiquement, et peut-être de manière inconsciente, au sein de Mouse. Nous assistons à l'apparition de cette dernière lorsque Vladek cherche à revenir sur un épisode de son histoire qu'il a déjà conté à son fils, ou à l'inverse, lorsqu'il tente de raconter un événement qui ne suit pas la chronologie tant recherchée par Art. Au cours de la lecture de cette BD saisissante, il apparaît clairement qu'Art Spiegelman est porteur à sa manière d'un traumatisme profond, lié de près ou de loin à l'expérience concentrationnaire de ses parents. Art traîne avec lui les fantômes du passé qui le hantent, et auxquels il tente d'échapper, ou plutôt d'intégrer pleinement, par l'écriture de son œuvre. Ainsi, son défunt frère tient une place significative au sein de l'ouvrage, et ce, tant dans le récit passé que dans le présent de narration. Spiegelman n'a jamais connu Riccio, ce dernier ayant précocement péri par la main de sa tante Tosha en 1943. Art lui-même emploie le terme de fantôme à l'égard de ce frère qu'il n'a jamais connu, et envers lequel il semble tout de même nourrir un sentiment d'infériorité, se sentant en compétition permanente avec un petit garçon qu'il ne vit plus qu'au travers d'une photo. De la même manière, l'œuvre de Spiegelman se fait porteuse de la perte traumatisante de sa mère, Anya, qui après de nombreuses années a chaviré entre moments d'accalmie et de dépression, s'est ôté la vie
en 1968. N'ayant laissé aucune lettre expliquant son acte, nous ne pouvons que supposer les raisons pour lesquelles elle a souhaité mettre un terme à sa vie. Et malgré le fait que l'œuvre de Spiegelman témoigne de la première dépression d'Anya, qui semble ne pas être liée à la situation passée des Juifs d'Europe, l'on ne peut imaginer l'impact que cette lourde histoire a pu avoir sur son état de santé, sans aucun doute aggravé par la perte de son premier-né. Spiegelman lui-même ne connaît pas la cause exacte de la disparition de sa mère, mais cette dernière n'en reste pas moins un traumatisme rattaché à ce lourd passé familial dont Maus se fait l'archive. Spiegelman entreprend dans Maus un travail détaillé du récit de son père, entremêlant récit personnel et récit collectif, à la manière de Kang Cholan et de Pierre Rigoulot, que nous avons abordé dans la précédente vidéo. L'auteur ne se contente alors pas uniquement de retranscrire l'histoire de son père à l'identique. Il s'inscrit également dans la continuité de nombreux écrivains survivants de régimes totalitaires violents. Maus aborde ainsi l'histoire de la famille éteinte de Spiegelman, contant le vécu de sa mère, de ce frère disparu, de ses grands-parents paternels et maternels qu'il n'a jamais connus, de ses oncles, tantes, grands-cousins, arrière-grands-parents, mais également celle des amis, des connaissances ou des rencontres furtives de ses parents. Au travers de son œuvre, Spiegelman nous emmène suivre les traces de pas laissées par son père, nous laissant entrer dans les cachettes souterraines et les planques secrètes dissimulées derrière un chandelier. Il nous fait entrer dans la vie de Vladek, nous confiant ses premiers émois, nous permettant d'assister à sa rencontre avec Anya, nous détaillant ses premiers boulots et son ascension financière. Nous prenons à notre tour à témoin des horreurs vécues par les millions de Juifs d'Europe disparus. Nous assistons ainsi à l'enrôlement de Vladek dans l'armée polonaise, à sa première détention en tant que prisonnier de guerre en 1939. Nous apprenons la mort prématurée de la grand-mère paternelle et la déportation du père de Vladek, ayant refusé de laisser seule sa fille et ses 4 enfants. Nous parcourons horrifiés les cases représentant les grands-parents d'Anya, dissimulés dans un sous-sol de quelques mètres carrés, cherchant à fuir les premières rafles. Nous assistons à l'exécution désolante des associés de Vladek, pendus au beau milieu d'une rue passante, au premier recensement, à la constitution des premiers ghettos, à la liquidation d'enfants innocents, violemment jetés contre un mur. Au travers de ces histoires collectives, Spiegelman signe avec nous un pacte d'authenticité du récit. En effet, ce dernier inclut parfois des détails que Vladek aurait préféré taire, les jugeant comme n'étant pas nécessaires à l'histoire de l'Holocauste. Pour Spiegelman, au contraire, cela permet d'ancrer le récit traumatique dans la réalité, de décrire l'innocente banalité de la vie d'avant la catastrophe, en la mettant par la suite en opposition avec les lois liberticides, la privation d'humanité et la captivité létale à venir. Bien que Maus s'ancre dans la tradition collective des récits de témoignages, Spiegelman apporte un élément ultime à son roman graphique, insufflant à ce dernier un contenu original qui ne se rencontre que rarement dans les œuvres testimoniales. En effet, en plus du récit individuel de Vladek et du récit collectif dont témoigne ce dernier, Spiegelman vient greffer son récit personnel. Il y aborde alors le présent de l'écriture, les interminables entretiens avec son père, leur relation quelque peu houleuse par moments, ses propres instants de doute, ses peurs et ses angoisses dues à la mort de sa mère ou à l'édification de l'œuvre que nous sommes nous-mêmes en train de parcourir. Nous rencontrons ainsi la compagne et les amis de Spiegelman. Nous assistons aux incessantes disputes de son père et de sa seconde épouse, Mala. Nous nous faisons voyeuristes timides des consultations de l'auteur chez son psychologue, lui-même ancien détenu des camps. Nous sommes invités à contempler la vie même de l'auteur, à en comprendre les traumatismes et les amours sincères. En somme, c'est à l'édification de tout ce qui fait Maus que nous assistons. Ce présent de l'écriture permet à l'auteur de rendre compte de la marque ineffaçable laissée par les camps sur les survivants de la Shoah et leurs descendance, de ce traumatisme qui traverse les générations, que cela soit conscient ou non. Il est alors possible de voir en Maus plusieurs niveaux de témoignage. Tout d'abord, celui de son père Vladek, autour duquel l'entièreté de l'histoire se construit. Vient ensuite le témoignage des autres, de ces personnes disparues, parfois proches, parfois inconnues. Ces naufragés, comme les nomme Primo Levi.
ces véritables témoins qui n'ont plus de voix pour exprimer ce qui fut. Et sous ces 2 premières couches de témoignages vient celui d'Art Spiegelman, qui semble user des 2 premiers comme d'une raison pour explorer et nous faire explorateurs de ses traumas les plus profonds, qui lui appartiennent sans finalement vraiment être siens. Dans l'objectif de délivrer ces 3 niveaux de témoignage, Spiegelman fait un choix rigoureux vis-à-vis de la narration, des temporalités et du ton que prendra son œuvre. La construction du récit vise alors à nous atteindre de différentes manières, nous, lecteurs aguerris, permettant ainsi à l'auteur de nouer avec nous une relation de confiance en nous faisant entrer dans l'intimité familiale et traumatique. Comme évoqué plus tôt, Maus est une œuvre qui mêle les temporalités. Il y a l'histoire présente et l'histoire passée. L'histoire passée qui se lie au présent, et le présent qui, bien qu'ayant lieu à l'instant T, se trouve finalement entremêlé au passé. Cette binarité temporelle tente à ancrer l'histoire de Vladek dans la réalité présente et historique, et permet à Spiegelman de signer avec nous un pacte de vérité. Puisqu'en effet, le récit présent nous peint un Vladek bien différent de celui des années sombres de la Pologne. Dans sa quête du vrai, Spiegelman n'hésite pas à dresser le portrait de son père tel qu'il est, avec ses bons et ses mauvais côtés. Ainsi, le lecteur découvre un Vladek tantôt sensible et aimant, parfois mélancolique, tantôt râleur, avare et un brin raciste. Ces détails ne font que renforcer la relation entre Vladek et les lecteurs. Nous nous attachons alors à lui en mettant ses défauts de côté pour écouter l'histoire qu'il nous conte, comme nous le ferions finalement avec nos propres grands-parents, dont les mains rabougries se font les témoins de leurs récits infinis. En mettant en avant les travers de son père, Spiegelman replace ce dernier dans le rôle d'une personne tout ce qu'il y a de plus ordinaire, nous permettant ainsi d'envisager l'envergure de l'expérience concentrationnaire. Cet événement singulier a touché les riches comme les pauvres, les jeunes comme les vieux, les bons et les mauvais, les humains en somme. Cette quête du vrai, Spiegelman la pousse à l'extrême, jusqu'à représenter l'accent de Vladek dans les écrits du présent. Ce fait se forme alors, non pas dans la prononciation des mots, mais dans la syntaxe, dont le léger clin d'œil peut nous faire penser au grand maître Yoda. Cet accent est pourtant imperceptible lorsque l'on assiste aux scènes du passé, et cela semble somme toute logique, puisque ces différentes syntaxes marquent les différentes langues parlées par Vladek. Au présent, l'anglais, sa langue d'accueil. Au passé, le polonais, sa langue maternelle, et donc dominante. Ce jeu de syntaxe permet alors non seulement à Spiegelman de signer avec nous un pacte tacite de vérité, mais aussi d'ajouter un effet comico-dramatique au triste récit de son père. Cette manifestation du comique s'explique tant par le format de Maus, un comic book dont les œuvres pionnières se prêtaient à l'humour, que par la volonté peut-être de guérir par le rire. Le comique se rencontre alors également à d'autres moments ponctuels du récit, tels que par exemple au sein de la présente planche qui s'affiche à l'écran, où Vladek plaisante à propos du surnom donné à Art lorsqu'il était nourrisson. Cette private joke sur le surnom donné à l'auteur lorsque son bras se tendait montre une dédramatisation du macabre événement vécu par ses parents. Et l'inclusion de cette information comique par Spiegelman au sein de son œuvre semble y exister dans l'objectif de prouver la guérison de l'être par l'humour. Ces manifestations du comique sont peut-être aussi une réponse à ceux qui avaient résolu d'éradiquer le peuple juif de la surface de la terre, comme si le rire se faisait la preuve de l'échec de la solution finale. Au travers de Maus, Spiegelman fait un formidable travail de l'image. Le roman graphique revient ainsi, en noir et blanc, sur cet épisode tragique de l'histoire, choisit la zoomorphie pour la représentation de ses personnages et délivre une poétique de l'horreur suggérée par le dessin. Contrairement aux standards des comics américains de son époque, qui regorgent de couleurs éclatantes, Spiegelman opte dans Maus pour des illustrations en noir et blanc. Ce choix artistique de l'auteur est loin d'être anodin, puisqu'en observant les autres œuvres de ce dernier,
il apparaît que la présence de la couleur est largement majoritaire, et les seules productions monochromes ne se comptent qu'au nombre de 2, à savoir Maus et Prisonnier sur la planète Enfer. Et pour cause, ces 2 œuvres abordent chacune un élément traumatisant de l'histoire de l'auteur. Et si Maus aborde la douloureuse histoire familiale, Prisonnier sur la planète Enfer traite du suicide de la mère de Spiegelman. Il est de fait possible de déduire que l'auteur-illustrateur fait le choix de la monochromie pour aborder les thèmes de la mort et du deuil. Et comme pour lier ensemble ces 2 histoires désolantes, certaines planches issues de Prisonnier sur la planète Enfer sont également incluses dans Maus. Une autre hypothèse, à propos de l'utilisation du noir et du blanc, est peut-être également possible pour ce qui est de Maus. Puisqu'en effet, cette colorimétrie n'est pas sans rappeler les documentaires traitant des camps allemands, dont les images en noir et blanc, en plus d'ancrer l'événement dans le passé, ne font que renforcer notre effroi vis-à-vis de ce sinistre épisode historique. Cette colorimétrie peut également être une référence aux couleurs du camp lui-même, dans la mesure où les nombreux témoignages rapportés par les survivants tentent à faire état d'une monochromie située entre le noir du sol boueux et le blanc de la neige mêlé au gris du ciel polonais. Tel que vous avez pu l'observer au travers des images qui noient votre écran, c'est un véritable bestiaire que Spiegelman bâtit au sein de Maus. Chacun des personnages est ainsi dépeint en un animal qui en représente les diverses origines. Les Juifs sont donc des souris, les Polonais des cochons, les Allemands des chats, les Américains des chiens, les Anglais des poissons et les Français des grenouilles. Cette personnification des personnages nous permet une meilleure lecture en dotant l'œuvre d'une certaine cohérence scénaristique. Nous ne sommes alors pas perdus en tant que lecteurs face à cet océan de personnages qui inonde les planches de l'ouvrage, et n'avons alors de fait aucun mal à discerner le rôle de chaque protagoniste présent dans l'œuvre. Et chacun des animaux représentés n'a pas été choisi au hasard, mais bien selon des critères particuliers. Ainsi, les souris incarnant les Juifs font appel en nous à notre inconscient collectif, selon lequel les nazis les comparaient à des vermines, bonnes qu'à n'être exterminées. Spiegelman explique au sein de MetaMaus que cette représentation est une référence à la déshumanisation subie par ce peuple, dont le destin a changé à jamais la face du monde. L'incarnation des Allemands par des chats devient alors une évidence, puisque selon nos savoirs partagés, cet animal en est le prédateur par excellence. Assez logiquement, les Américains sont représentés par des chiens, qui là encore sont, dans notre inconscient collectif, les ennemis des chats, et donc les sauveurs des souris malgré eux. En choisissant ce trio anthropomorphe, Spiegelman évoque en nous les cartoons de notre enfance. Il nous est alors impossible de ne pas projeter ces représentations sur les célébrissimes héros de Warner Bros, qui, à l'image des personnages de Maus, constituent le trio infernal de la proie, du prédateur et du sauveur par défaut. Pour ce qui est de la représentation des Anglais et des Français, c'est en référence à l'imaginaire culinaire de ces 2 nationalités que Spiegelman fait le choix du poisson et de la grenouille. Choix relevant alors de la forte croyance populaire que les Anglais se nourrissent uniquement de fish and chips et que les Français sont friands des cuisses de grenouille. Et la décision que l'on peut dire étonnante des Polonais sous la forme de cochons découlerait, selon l'auteur lui-même, du double statut de ces derniers à l'époque de l'occupation, à la fois victimes des nazis et bourreaux des Juifs, puisque fervents antisémites pour une large part. Le choix de cet animal n'a par ailleurs pas manqué de soulever de nombreuses critiques, notamment en Pologne où la publication de l'ouvrage s'est vue reportée à plusieurs reprises. L'auteur-illustrateur souhaitant trouver un animal qui serait en dehors de la chaîne alimentaire, personnifié par le trio souris, chat, chien, tout en s'inspirant là encore des dessins animés de notre enfance. La personnification des Polonais en cochons fait également écho à la déshumanisation de ces derniers par le Troisième Reich, de la même manière que l'image de la souris renvoie à la propagande déshumanisante subie par les Juifs. En outre, la figure du cochon renvoie à la religion juive elle-même, et le choix d'un animal non cachère fait également appel à cette dualité de la Pologne, à la fois victime et bourreau. Le choix de la zoomorphie a également posé d'autres complications à Spiegelman, qui, au-delà d'avoir été critiqué dans ses choix quant aux animaux représentés, s'est vu bien ennuyé lorsqu'il lui a fallu dépeindre les chiens des SS dans leur rôle d'animal.
contrastant, de fait, avec la personnification des juifs souris et des nazis chats. Il est inutile, je pense, de préciser que ces différentes représentations n'ont été en rien motivées par de l'irrespect envers les différentes nationalités représentées, et ne relèvent que d'une volonté non seulement de rendre l'œuvre lisible, mais aussi et surtout de ne pas venir choquer le lecteur avec des représentations humaines auxquelles il s'identifierait peut-être davantage encore. L'anthropomorphisme vient alors adoucir certains passages qui seraient inacceptables autrement. Adam Gopnik a par ailleurs comparé les animaux anthropomorphes de Mauss aux personnages de la Haggadah à tête d'oiseau, manuscrit religieux datant du début du XIVe siècle, où les humains sont représentés avec des têtes d'oiseaux. Cette représentation anthropomorphe fait écho à l'interdiction, dans la tradition juive, de représenter le sacré. Ainsi, pour Gopnik, Spiegelman, en usant de la zoomorphie, évite de montrer ce qui est impie. Ce choix que fait Spiegelman de représenter ses personnages sous une forme animale lui permet également de dépeindre la tentative des Juifs à dissimuler leur judéité. L'on note alors tout au long de l'histoire passée de Vladek les masques que portent parfois certains personnages. Ces derniers métaphorisent leur tentative de se fondre dans la masse en camouflant leurs origines, et d'ainsi espérer échapper à la déportation. Ces masques sont également dépeints dans le présent de l'écriture, porté par exemple par le psychologue de Spiegelman, permettant alors de montrer ses origines juives sans avoir à le mentionner tout à fait par écrit. Ou encore par Hart lui-même, où le masque représente alors la difficulté éprouvée par ce dernier dans l'édification de son ouvrage. Les œuvres de témoignage sont souvent empreintes d'une certaine poétique de l'horreur, expression reprise ici au chercheur et maître de conférences Frédéric Astruc. Cette poétique de l'horreur passe essentiellement par l'image au sein de Mauss, par les expressions de fatigue, de terreur ou de souffrance sur les visages des personnages, jusqu'à la forme même des cases qui se détachent du reste de la planche pour venir titiller nos émotions. La poétique de l'horreur transparaît également dans la taille des personnages, tel que par exemple dans ce passage, où Spiegelman se représente lui-même accablé à la fois par la mort de son père et par le succès inattendu du premier volume de l'œuvre. La personnification de Hart apparaît alors d'abord de taille normale, puis se rapetisse au fur et à mesure des cases. La réduction de la taille du personnage symbolise ici la souffrance et l'épuisement moral qui écrase Spiegelman, jusqu'à le faire presque devenir un enfant face aux difficultés qu'il rencontre. Bien logiquement, la souffrance physique fait partie intégrante de cet ouvrage qui fait état de l'histoire des Juifs d'Europe. Nous sommes alors confrontés, en tant que lecteurs, à des images graphiques représentant les sévices subis par ces derniers au cours des années de l'histoire. Nous assistons alors à l'oppression, au coup, à la faim et à la soif. Par l'image, Spiegelman ouvre une fenêtre sur le passé, nous permettant alors de nous faire une idée plus définie de la vie dans les ghettos, des déportations dans les wagons à bestiaux, des corps entassés, des fosses communes, et de toutes ces horreurs dont l'histoire humaine se serait bien passée. Mais la poétique de l'horreur passe également par des détails bien moins évidents, comme l'apparition presque furtive du tatouage de Vladek, le sabot en bois trop petit et le pantalon bien trop large du pauvre Mandelbaum, ou encore la queue toujours apparente du personnage représentant Anya, dont la métaphore symbolise ici la difficulté à cacher ses origines sémites. La croix gammée joue logiquement un rôle primordial dans la poétique de l'horreur, et ce avant même la lecture de l'ouvrage, puisque cette dernière flotte au-dessus des personnages présents sur la première de couverture, symbole de la menace constante qui planait à l'époque sur les victimes. Celle-ci est par ailleurs décorée par une tête de chat à l'effigie d'Hitler, dont les traits cubiques ne manquent pas de rappeler la folie géométrique évoquée par Lévy dans Si c'est un homme, en référence directe aux longues rangées de bâtiments rectangulaires des camps de concentration. La svastika nazie se voit également largement représentée au travers de l'ouvrage, tantôt de manière tacite, prenant forme dans les rues arpentées par Vladek et Anya, qui tentent d'éviter la déportation, tantôt de manière explicite, telle que nous pouvons le voir au travers de la présente planche, où la croix va jusqu'à prendre la place du soleil lui-même, en astre destructeur et omnipotent.
Les photos illustrées de la famille Zilberberg, présentes à la fin de l'ouvrage, portent également en elles la marque de la poétique de l'horreur, en ce que ces illustrations permettent l'anonymisation des visages, de sorte à ce qu'elles puissent représenter l'intégralité des victimes de l'Holocauste. L'ouvrage renferme également quelques photos éparses. Nous découvrons alors le véritable visage de Riccio, dont l'instantané ouvre le second tome, ou encore la photo de Vladek, portant un habit de détenu, en souvenir quelque peu insolite des camps de concentration, et dont le rictus amusé semble railler la défaite des bourreaux. Mais l'image n'est pas seule détentrice de cette poétique horrifique, puisqu'en effet, les titres des chapitres de l'œuvre portent également une symbolique forte. Ainsi, le chapitre 2 du premier volume s'intitule « Lune de miel », en référence au séjour de Vladek et Anya au sanatorium, et peut-être également en référence à ce ciel noir dont la croix gammée se fait l'astre impérieux. Le titre du chapitre 4, « La corde se resserre », fait référence aux associés de Vladek, pendus sur la voie publique. Les chapitres 5 et 6, respectivement « Trou de souris » et « La souricière », font référence au ghetto et à la tentative de trouver une cachette en vue de fuir la déportation. Le second volume de Maus a également son lot de titres mystérieux. Ce dernier s'ouvre avec Mauschwitz, en évidente référence au camp le plus connu de la Pologne annexée. Le chapitre 2, titré Auschwitz, le temps s'envole, se réfère au sentiment de latence et d'oppression ressenti par Hart après la parution du premier tome et la mort de son père. Enfin, le chapitre 3, et c'est là que mes ennuis ont commencé, fait écho aux paroles de Vladek, évoquant les interminables marches de la mort, l'enfer après l'enfer. Ces mêmes paroles sous-titrent également le second volume de Maus, évoquant alors non seulement les terribles convois des prisonniers à la fin de la guerre, mais également les camps nazis dans leur ensemble. Enfin, le titre ensanglanté de l'œuvre nous donne un indice sur l'histoire qu'elle renferme. Ce dernier, que je devrais plutôt prononcer Maus, renvoie au terme souris en allemand et exprime d'emblée le point de vue d'où l'histoire se situe. Bien que vous ayant présenté ici une lecture littéraire de l'ouvrage, examinant ce dernier depuis le processus d'écriture jusqu'à sa poétique de l'innommable, en passant par la colorimétrie, la narration et les émotions véhiculées par les cases mêmes, j'ai omis jusque-là de vous parler du cœur même de cette histoire, de son noyau, qui se fait la raison de l'écriture. Puisqu'en réalité, bien au-delà du travail littéraire et artistique qu'elle renferme, l'œuvre nous conte l'histoire d'une famille, et le travail de reconstitution de la mémoire de l'Holocauste mené par Hart a également ouvert la porte à la reconstitution de sa relation houleuse avec son père. L'auteur témoigne par ailleurs, à plusieurs reprises, du rapprochement certain entre Vladek et lui, qui, avant d'entamer leurs entretiens pour le bien de l'ouvrage, peinaient à s'asseoir ensemble dans la même pièce. L'histoire de Vladek devient alors non seulement la raison d'être de l'œuvre, mais permet également un terrain d'entente et de compréhension de la figure paternelle, dont la froideur et l'autorité ont causé une mésentente avec son fils. Il semble alors qu'en entamant son travail sur l'histoire de son père, Spiegelman entame par là même une réconciliation avec ce dernier. En l'écoutant conter son récit, l'auteur découvre un Vladek bien différent de celui qu'il a pu connaître durant leur vie aux États-Unis. Au travers de son œuvre, Spiegelman enterre la hache de guerre entre lui et le frère fantôme qu'il n'a jamais connu. En dédiant le second volume de Maus à ce dernier, il lui offre à lui, et aux millions d'autres déchus, la sépulture décente qu'ils n'ont pu recevoir à l'époque, à la manière de Scholastique Mukatsonga qui tisse en mots le linceul de sa mère disparue. Ce second tome, Spiegelman le dédie également à sa fille nouvellement née, Nadia. Cette seconde dédicace
symbolise alors la passation de la mémoire aux générations à venir, qui porteront en elles le traumatisme intergénérationnel du passé de leurs aïeux. Malheureusement, Maus s'est vu récemment censuré dans l'État du Tennessee, en raison des quelques injures que l'ouvrage renferme et des illustrations du corps nu et sans vie d'Anya que l'on peut apercevoir dans l'extrait de Prisonnier sur la planète Enfer. En ce que ces détails pourtant insignifiants, compte tenu de l'histoire qui est contée, seraient trop choquants pour que l'œuvre soit enseignée dans les écoles du Tennessee. Je me permettrais alors d'ajouter ceci. L'histoire est malheureusement vouée à être répétée. Mais en la taisant, en l'enterrant dans les méandres du passé, en ce qu'elle est honteuse et offensante, nous risquons plus encore de la voir se répéter.